Bonjour Monsieur V, bonjour à toutes et à tous, effectivement, mais il est très difficile d'avoir l'information. On sait que ces manifestations, cette rébellion vaccination, c'est pas rébellion à extinction, mais vaccination, se touche à un certain nombre de pays. Mais si vous allumez votre télé, vous allez tout savoir sur les manifestations de Tokyo contre les Jeux Olympiques, toutes les manifestations du Brésil contre Monsieur Bolsonaro. On nous annonce déjà la réélection de Monsieur Lula, triomphalement. Enfin, il y a un Gloubi-Goulba, vous savez, il y avait un petit dinosaure à la télévision et on lui faisait une espèce de brouet et c'était du Gloubi-Goulba, Glouba-Goubi, c'est ça la télévision. Je pense que la télévision est également, comme le Parlement, une institution non pas à abolir parce qu'on ne pourra pas, mais à refondre totalement et à enserrer. Alors s'il faut enfermer les gens dans un corset et dans un carcan, ça doit être dans des règles déontologiques extrêmement strictes et puis exiger un certain niveau intellectuel et culturel pour exercer soi-disant le métier de journaliste. Si vous voulez parler une langue étrangère, le chinois vous passez par l'école nationale des langues orientales vivantes, mais là il y a des écoles de journalisme. Pour y avoir enseigné, je peux vous dire que le niveau sur 100 étudiants, il y en a à peine 3-4 qui ont le niveau intellectuel. Mais ce sont des machines à pognon et les machines à pognon sont toujours rentables et puis flattent beaucoup de gens. Alors le pape qui se souvient d'avoir été vacciné contre la poliomyélite. En fait, on était vacciné contre la polio, comme moi. J'ai aussi pris un sucre avec le vaccin, qui est arrivé très, très tardivement, mais ça, c'était un vaccin utile, parce que polio, c'est une chose, poliomyélite, c'est une autre. La myéline, la gaine de myéline disparaît, et on est désarticulé. Le vaccin contre le tétanos, enfin, sont des maladies mortelles. Mais on n'a pas de vaccin contre le sida et on n'a jamais mis de passe sanitaire pour le sida à l'entrée des boîtes de nuit. Ni même on n'a jamais tracé ceux qui étaient porteurs du sida et qui parfois, autrefois, contaminaient volontairement un certain nombre de leurs partenaires. On a vu se développer ces dernières années avec les trithérapies des comportements non protégés, comme on dit, mais ça n'émeut pas les autorités sanitaires, alors que le sida, même avec la trithérapie, est quand même une maladie incurable, gravissime, et qui, il y a encore peu, entraînait automatiquement la mort. Ceci dit, vivre avec une trithérapie, ça ne doit pas être très passionnant. Donc, pourquoi ne pas appliquer les mêmes règles de sécurité sanitaire au sida, par exemple, mais il n'y a pas que le sida, il y a aussi la tuberculose. On sait qu'il y a des souches que l'on importe du tiers-monde avec l'immigration massive, qui sont des souches antibiorésistantes, qu'on ne peut pas soigner, notamment dans la région des Bouches-du-Rhône. C'est proprement effrayant, ou dans la banlieue parisienne, et ça gagne. Mais nul n'en parle, évidemment. On ne parle jamais des choses importantes. On parle toujours de ce qui est utile à nous manipuler. Oui, alors je suis parti avec le pape François qui a fait des déclarations hallucinantes, mais pas neutres. Ces déclarations ne sont pas des déclarations à prendre à la légère en pensant que ce sont celles d'un naïf, plein de bonne volonté, puisqu'il a dit que c'était un devoir éthique de se faire vacciner, et il a parlé que ceux qui refusaient, c'était du négationnisme. C'est un mot qui n'est pas neutre aujourd'hui, puisque le négationnisme est un délit. Donc on assimile dans l'inconscience, ça s'appelle une association quasi pavlovienne, les gens avec le révisionnisme, le négationnisme, et donc avec le fascisme, le naso-fascisme, je sais pas quoi. Le pape est un pape lui-même révisionniste, puisqu'il révise en permanence la foi catholique. On veut la moderniser, on veut la rendre plus lisible, mais il y a des expériences qui ont été faites comme ça. Déjà, à la Révolution française, on a eu des prêtres jureurs. On avait deux églises. Il y avait ceux des prêtres assermentés, si je puis dire, et puis il y avait les réfractaires. Nous sommes nous-mêmes des Gaulois réfractaires. Et quand on regarde bien l'histoire de l'Union soviétique, puis encore plus de la Chine, où il y avait une église catholique importante, et donc avec un centre mondial
central qui était celui de la papauté de Rome et qui avait un rayonnement. Le pape, combien de divisions, mais il avait des divisions morales, le pape à l'époque, dans les années 50, et comment le parti communiste, sous l'égide de Mao, va grignoter l'Église en créant en parallèle une Église schismatique progressiste. Vous voyez, on crée partout des églises progressistes. De même qu'il y avait une église orthodoxe progressiste, j'imagine, j'en suis sûr, en Union soviétique, avant que la véritable orthodoxie ne revienne. À partir de la fin des années 90, progressivement. Et comment cette église progressiste dévore littéralement, qui est une église officielle, puisque le plus grand ennemi du matérialisme athée, c'est au fond la force spirituelle. Alors, force nous est de constater que monsieur François, c'est pas François Ier, mais François, est du côté obscur de la force. Il est du côté du progressisme et qu'il veut nous inviter à entrer de plein pied dans l'ère transhumaniste, parce que aujourd'hui c'est une piqûre, puis 2 piqûres, puis certains pays exigent 2 vaccins. Après, il y aura une 3e piqûre de rappel, puis une 4e, et je peux vous dire comment tout ça se terminera. Ça se terminera avec un code barre sur le bras, et enfin, ou une puce, ou des nanoparticules dans le bras on lira, on ne vous demandera plus votre QR code sur votre téléphone portable, mais directement, il faudra présenter son poignet pour pouvoir passer outre. Et c'est rentrer, sortir, voyager. Enfin, on voit bien d'ailleurs qu'on est dans un système d'essence totalitaire, puisqu'on ne va plus pouvoir prendre le train. C'est prodigieux, c'est hallucinant. Interdiction de se déplacer, alors que c'est un besoin vital de pouvoir aller voir ses parents, de pouvoir aller travailler. Alors on pourra se déplacer à l'intérieur d'une ville en prenant le métro, mais on ne pourra plus passer d'une ville à l'autre. Donc on va fractionner, cloisonner la France. Alors monsieur François, Monsieur le pape François, et qui est un personnage, je choquerai pas trop de monde en disant qu'il est inquiétant. Alors curieusement, en France, il y a des évêques qui renaclent un peu. Ça peut paraître dans l'église conciliaire. Il y en a qui disent, enfin, il existe d'autres médicaments. Pourquoi ne soigne-t-on pas les gens? Pourquoi les oblige-t-on à se vacciner? C'est Monseigneur Sibert, qui est l'évêque de Narbonne, je crois, qui a envoyé une lettre diocésaine à tous ces prêtres pour leur dire de réfléchir à ces questions. En pensant, quand même, il commet une erreur fondamentale, mais c'est de bonne guerre, c'est un homme poli, bien élevé, courtois, en pensant que les efforts du gouvernement sont louables, que le gouvernement n'a en tête que la santé, la sécurité et la liberté de nos citoyens. Pour être libre, laissez-vous emprisonner en quelque sorte. C'est proprement hallucinant. Ces gens-là ne font pas des efforts louables. Ils font des efforts louables de leur propre point de vue, de leur propre intérêt, pour nous pourrir la vie. D'ailleurs, Véran l'a dit. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, on va leur pourrir la vie. Ça a été rapporté par je ne sais plus qui, je crois même par Dupont-Aignan. Il l'a entendu dans les couloirs du Palais Bourbon. On va leur pourrir la vie, mais qu'est-ce que c'est que ces gouvernants qui veulent nous pourrir la vie? Pourrir la vie à 30 millions de Français. Mais ils ne veulent pas notre bien, ces gens-là. Je vous en supplie, ceux qui nous regarderont, cessez de croire que le gouvernement est bienveillant, qu'il est de bonne volonté. Ces gens sont des ambitieux, ils ne pensent qu'à leur position de pouvoir, à leurs privilèges, à leur prébande, et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Mais surtout, ils ne pensent pas à nous. Ils ne pensent pas à l'intérêt général et au bien commun. Ce ne sont pas des aristotéliciens. Alors, le trucage statistique est prodigieux à propos des manifestations. Il y a 8 jours, donc le samedi 24, il y avait 114 000 pour toute la France. Alors qu'on avait des échos des correspondants ici et là en disant il y a 2000 personnes ici, 3000 là. Enfin,
Comment pouvait-il y avoir seulement, et même à Paris où il n'y avait soi-disant que 15 000 ou 30 000 personnes, seulement 114 000. Mais plus le mensonge est énorme, plus il a des chances de passer, puisque c'est asséné, ça tombe verticalement des médias, et les médias c'est l'autorité suprême, vue à la télé. Là on en est pour hier, nous en étions à 160 000, 170 000, un truc comme ça. Enfin, là aussi, ça tient pas debout. Il suffit de regarder les vidéos. Je regardais la chaîne Sputnik. En général, il y a un bandeau pour nous annoncer, pour nous prévenir. Attention, Sputnik ne peut raconter que des bêtises, puisque c'est une émanation du gouvernement russe. Non, c'est pour RT qu'il y a ce type de bandeau. Pour Sputnik, un peu moins. Alors, on disait, des centaines de personnes ont défilé. Des centaines de personnes. Je pense qu'ils ont oublié le terme millier. Ce sont des centaines de milliers qui ont défilé. Le trucage statistique est permanent. Quand monsieur Castex nous dit que 96% des personnels soignants sont vaccinés, ça ne tient pas debout. Ça ne rime à rien. On sort des chiffres, mais les chiffres, eux aussi, ont une autorité de factuelle. C'est quelque chose qui semble concret. Mais non, les chiffres, c'est ce qui se manipule le plus souvent. Alors, des gens, par voie judiciaire, ont exigé, ont demandé, ont mis en demeure le gouvernement portugais de donner les chiffres exacts sur la contamination Covid. Alors, on sait qu'officiellement, il y a eu 15 000 ou 16 000. C'est un ordre de grandeur, je vous donne exact. Un ordre de grandeur précis, 15 ou 16 000 contaminés du Covid au Portugal, et on avait dit qu'il contaminés et décès, contaminés, décès, et en fait, en réalité, il y en a eu 150. Vous voyez le ratio, le rapport entre le mensonge, et le mensonge, on l'entretient en permanence. Le mensonge statistique, on lui dit il y a 50 000, et puis maintenant on compte les cas contacts en plus. C'est une nouvelle invention. Donc, on dépiste les gens, ils sont contaminés, mais sont-ils malades ? Ils sont asymptomatiques, mais asymptomatiques contagieux ou pas contagieux ? Alors que l'on sait que des vaccinés peuvent être contagieux. Et s'ils sont vaccinés, pourquoi portent-ils des masques ? Puisqu'ils sont vaccinés, ils sont protégés. Pourquoi les non-vaccinés les gêneraient-ils? Puisque même sont vaccinés et protégés, ils se protègent eux-mêmes, non? Bon, pour en terminer là-dessus, on nous fait peur, on nous dit la 4e vague est là, explosion des cas, mais les hôpitaux, je ne dis pas sont vides, mais les services de réanimation le sont presque, et on compte les morts, peut-être pas sur les doigts d'une main, mais en très peu nombre, mais c'est toujours les mêmes morts, les comorbidités, les grands vieillards, et on voulait vacciner jusqu'à avant-hier, jusqu'à hier, on voulait vacciner les enfants de 12 ans, et pourquoi pas les enfants au berceau? Ceux qui sont encore favorables au vaccin devraient réfléchir à ça. Quel monde vont-ils livrer à leurs enfants? Dans quel monde vont-ils projeter leurs enfants qu'ils veulent protéger, qu'ils aiment, mais qui va être un monde de cauchemar, un monde d'enfer? Parce que après les nanoparticules sous la peau, on vous implantera une puce dans la tête, pourquoi pas? Le progrès ne s'arrêtera jamais, en tout cas ce progrès-là. Alors, en Russie, le président Poutine avait laissé la liberté de choix à chacun des gouverneurs de région, enfin, ou de province, je sais pas, de région, et puis au grand maire de ville. C'est ainsi que le maire de Moscou a complètement supprimé toutes les barrières. Mais c'est à Moscou. Et pourtant, Moscou devrait être le premier foyer. Mais là aussi, on a une image déformée. C'est le mythe de la caverne de Platon. On a l'impression que la Russie est assaillie par le spectre du Covid, que ça ne va pas s'arrêter, que la mort rôde partout. Et ça marche. Plus encore une fois, c'est là où je dis que la responsabilité des médias est extraordinaire. Ces gens devraient passer en justice, de créer la psychose, la peur, l'hystérie permanente. Écoutez, si on ne donne pas de nouvelles de Londres, pourtant Londres aussi vit et respire quasiment comme avant, même si on a 50, 60 000 contaminations. Le Delta a cette particularité d'être très contagieux, mais peu létal.
peu létale. Bon, maintenant, si nos journalistes nous disent le contraire, surtout, je vous en supplie, éteignez vos télévisions. Regardez, réfléchissez par vous-même. Arrêtez de penser, de laisser les autres penser pour vous. Parce qu'il y a des bombardements, je l'ai déjà dit, il y a des bombardements quand pendant les guerres, il suffit de regarder le ciel et les bombes nous pleuvent dessus. Mais là, le bombardement neuronal est quelque chose qui est insidieux et puis surtout qui se perpétue depuis 50 ans de télévision et depuis 80 ans de cinéma hollywoodien. On est imprégné, imbibé en permanence depuis notre enfance et ça ramollit le cerveau de façon précoce. Ramollissement cérébral. Alors, vous me posez une question importante. Pourquoi Macron a-t-il tente de faire adopter des mesures aussi restrictives, aussi coercitives? Tout simplement parce que Macron est un homme ambitieux. Alors, à la fois, il obéit à son cahier des charges, mais en plus, je pense qu'il fait du zèle. C'est un zélote. C'est quelqu'un qui sait que la France est un exemple dans le monde, un phare. Hein, quand Panurge sur son bateau, c'est rappelé, Panurge jette le bouc, non c'est un bélier à la mer, il sait que tout le troupeau va suivre. La France, c'est le bélier de Panurge. Et M. Macron est le joueur de flûte de Hamelin. On pense que on va suivre la France, que la France est un exemple. Qu'elle est exemplaire, la France des Lumières. Si la France se plie, si la France prend ses mesures, eh bien, par suivisme, par imitation, parce que les lois de l'imitation sont prodigieuses, aussi bien en politique internationale, eh bien, les autres vont suivre. La France l'a fait, on entend ça constamment à la télévision. Tel pays a fait ça. Alors, si on vous dit de vous jeter par-dessus bord, vous jeter de la falaise, vous allez le faire. Hein. Ils font. La Hollande a libéré complètement la drogue dans certains cas. Alors nous, on doit faire la même chose. Enfin, c'est aberrant. Mais c'est ça, il y a une espèce de consensus mou, mais de consensus féroce qui veut que si un donne l'exemple, on va le suivre. Et on voit bien, d'ailleurs, il y a une boutade à faire. On sait que entre le vaccin et les incidents post-vaccinaux, il y a un rapport de bénéfices-risques. Mais tout le monde sait que les bénéfices, ce sont pour les multinationales de la pharmacie et les risques, c'est pour nous. Vous devriez penser à ça. Le rapport bénéfice-risque.